Fidèles téléspectateurs de Model TV, bonjour et bienvenue dans votre émission Mali Libre. Mali Libre, c'est votre émission littéraire qui donne la parole aux écrivains. Donc pour ce numéro, nous avons ici le CDR, c'est-à-dire le Cercle de réflexion à distance, donc des jeunes qui ont écrit un livre. Le livre s'intitule Lettres à la jeunesse africaine. Donc ils sont nombreux à écrire le livre, mais on n'a pas eu la chance de les avoir tous. Mais quand même, 3 se sont débrouillés à venir ici pour nous parler du livre. Donc, vous avez ici de mon côté Abdraman Koulibaly, au milieu Mariam et de l'autre côté Foussine Koïta. On va commencer par Mariam. Mariam, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Model TV. Merci. Abdraman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Model TV. Merci. Foussine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. On ne peut pas parler du livre sans pourtant parler de votre regroupement. Hein. C'est CDR, c'est-à-dire le Cercle de réflexion à distance. C'est vous, Abdraman, l'initiateur du projet. Hein. C'est pourquoi le Cercle de réflexion à distance? Merci beaucoup, M. Doro, pour l'invitation. Avant toute chose, je voudrais remercier l'ensemble du personnel du Model TV à travers vous. Je voudrais de passage aussi remercier le préfacier qui est Dr Suleiman Keita, philosophe malien, qui nous a assisté du début jusqu'à la fin de ce travail. Au-delà de ça aussi, je voudrais remercier l'ensemble des membres du Cercle de réflexion à distance qui sont répartis un peu plus en Afrique, comme ceux qui sont du Mali, du Sénégal, au Cameroun, ceux qui sont du Niger et du Togo. Je les remercie tous. Enfin, je remercie tous ceux qui nous suivent en ligne, surtout sur les différentes plateformes. En parlant du Cercle de réflexion à distance, CR2, l'initiative est venue en 2019, en avril 2019, et c'est venu lorsque on était en un cours de philosophie en master et que notre professeur nous avait donné une vidéo, à regarder une vidéo. Et là, j'ai remarqué, les autres regardaient la thématique qui était en débat. Au-delà de la thématique, j'ai remarqué une idée à côté de la vidéo. C'est-à-dire, ces philosophes se regroupaient chaque mercredi en Autriche. Ils se regroupaient chaque mercredi pour débattre des thématiques qui sont importantes autour de leur société. Et c'était Sigmund Freud qui était le grand chef à l'époque. Moi, je me suis dit, on appelait le groupe le cercle de mercredi. Je me suis dit, à part de ce cercle de mercredi, est-ce qu'il n'est pas possible de créer un cercle de mercredi, peut-être au Mali? Et là, je me suis dit que c'est possible. Mais il faudra moderniser de telle sorte qu'il faut aller avec une idée qui va à long terme, qui va vivre depuis jusqu'à long terme. Parce que si on commence par le cercle de mercredi au Mali, il se peut aujourd'hui, 1 mois, 2 mois, 1 an, ça peut marcher. Mais à long terme, ça peut poser des problèmes. Donc, du coup, j'ai décidé d'échanger avec les autres amis, les collègues, pour la mise en place de ce cercle de réflexion à distance qu'on a dénommé CRD, pour pouvoir produire des textes et des livres qui vont contribuer au développement de l'Afrique, à néantiser, à proposer des solutions de sortie des crises auxquelles l'Afrique est confrontée. Merci pour ces réponses. Mais maintenant, nous allons devoir voyager au cœur des livres. Le livre s'ouvre par l'intervention de Foussine. Hein. Foussine, vous parlez ici d'un discours pour une nouvelle génération ici en Afrique. Hein. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un discours pour une nouvelle génération en Afrique? Comment est-il possible? Ok, merci M. Dolo. Je salue tous les personnels de Model TV. Et les co-auteurs Abdraman Koulibaly et Mariam Traoré qui sont avec nous ici. Donc l'idée part d'un constat, un constat souvent amer. Souvent dans les salles de classe, et surtout dans les salles de classe, on voit cette mentalité dévalorisante, c'est-à-dire du fait que on constate que, c'est-à-dire les gens n'ont pas confiance, surtout la jeunesse, c'est-à-dire n'ont pas confiance en soi. Donc, et cela influe sur la productivité. Donc, l'idée part de là. Donc, ce discours, c'est pour motiver, c'est dans le sens d'une motivation, c'est-à-dire motiver, faire prendre conscience et peut-être de la nécessité du fait qu'on doit pouvoir peut-être nous débarrasser, voilà, de cet art, on va dire, en empruntant peut-être ce thème d'Aminata. Et elle disait que le mental de l'Africain a été violé. Pourquoi violé? Parce que, et bien sûr, il y a des causes. Voilà, ces causes ont été décrites bien sûr dans le livre. Et ça va peut-être après, on pourra rentrer un peu dans les détails. Mais pour le moment, c'est dans les soucis de
de permettre à la jeunesse africaine de prendre conscience peut-être des problèmes d'ordre psychologique. C'est-à-dire c'est l'imaginaire même qui a été atteint et que souvent, c'est-à-dire on ne se rend pas compte peut-être de l'ampleur. Donc c'est juste pour inciter les jeunes à prendre conscience. Ok, merci. Ok, merci. Ouais. Ok, merci. Et puis, vous parlez également du complexe d'infériorité cultivé à travers l'esclavage, le colonialisme ou encore le néocolonialisme. Est-ce que cela peut être des excuses pour le sous-développement de l'Afrique? Ok, merci. C'est l'une des causes principales évoquées par tant d'auteurs, que ce soit africains ou que ce soit de l'extérieur, etc. L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme sont pris comme la cause principale. Parce que l'esclavage, même seulement, a duré à peu près 4 siècles. Donc, et le problème, c'est que ce n'était pas seulement peut-être le matériel qui intéressait l'Occident, mais il fallait trouver des moyens pour dominer même l'Africain sur le plan mental. Et c'est ce qui a l'impact même, c'est-à-dire la colonisation, ce qu'on appelle même la colonisation, je peux dire que c'est ça. Et c'est pourquoi bien après les indépendances, vous voyez qu'on parle d'indépendance, mais on s'est rendu compte plus tard que voilà, ce n'est pas d'indépendance. Voilà, parce que sur le plan mental, l'Africain est plutôt atteint sur le plan mental. Voilà, même si on nous a dit que voilà, vous êtes libre, mais on s'est rendu compte que ce n'est pas de la liberté. Et il faut trouver un moyen pour surmonter voilà, donc ce phénomène-là. Donc ça nous renvoie à un livre de Georges Latouche qui disait qu'il faudra décoloniser, c'est-à-dire le mental de l'Africain. Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans la colonisation et peut-être sans ne pas se rendre compte. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire on est colonisé sans que nous ne sachions que nous sommes colonisés. Donc c'est ça le danger. Donc le but c'est à partir de ce texte, donc faire prendre conscience aux gens du fait que, c'est-à-dire on n'est pas aussi libre qu'on le pense. Okay. Et il faudra trouver des moyens pour en sortir. Ok, merci. Je vous reviendrai dans peu de temps. Okay. À présent, Mariam, vous de votre côté, vous parlez d'un discours de conscientisation de la jeunesse africaine. Donc comment vous, avec ce discours, comptez-vous conscientiser la jeunesse africaine? D'abord, merci. Je remercie Model TV de nous avoir quand même donné l'opportunité de présenter cet ouvrage-là, d'aller en profondeur, d'expliquer à nos différents téléspectateurs, ceux qui nous suivent à travers le monde. Voilà, déjà l'initiative parle d'elle-même. Pourquoi discours d'une conscientisation? Parce que ce n'est pas que l'Africain n'a pas de conscience, mais il se trouve que nos consciences sont endormies. Donc, discours d'une conscientisation, ça veut dire très simplement de se réveiller mentalement. Voilà, que les consciences se réveillent. L'Afrique a trop souffert et comme l'a dit mon collaborateur Fousseni, donc c'est juste un réveil de la conscience. Voilà. Merci. Vous parlez ici à la page 35, vous disiez ceci: la jeunesse n'aime pas l'alcool, la jeunesse n'aime pas le sexe, la jeunesse n'aime pas ou encore la drogue. Donc qu'est-ce que vous voulez dire à travers ce passage? Bon, à travers ces passages, quand vous lisez les paragraphes en question, vous allez voir le réveil de la conscience comme je viens de l'évoquer. Aujourd'hui, on pense que la jeunesse, c'est l'âge des conneries, l'âge de l'amusement, l'âge du divertissement. Or, pour nous, la jeunesse est l'âge requis pour construire. Construire pourquoi? Parce que l'âge de la jeunesse, comme nous l'avons bien défini dans cet ouvrage, ça permet aux jeunes gens, parce qu'ils possèdent leurs capacités, non seulement physiques, mais mentales, de pouvoir concevoir des projets d'avenir pour leur peuple. Donc aujourd'hui, l'Africain, le jeune Africain, quand il commence à avoir quelque chose,
Ils pensent au divertissement, à l'amusement. Voilà les fêtes, les boîtes de nuit. Vous allez souvent voir des histoires qui sont tellement... c'est déplorable pour mon Afrique. Ok, Donc, merci. Vous parlez beaucoup de la conscience, la conscience, la conscience. Et vous parlez également de la conscience partagée, hein, donc, Oui. vous évoquez ici. Donc, appelez-vous conscience partagée ici? justement, la conscience partagée, c'est qu'on ne peut pas, une seule personne ne peut pas s'asseoir, dire que j'ai une telle vision, sans pourtant la partager et la faire comprendre. Donc, je pense que moi, dans mon fauteuil, je ne peux pas être heureuse pendant que mes autres souffrent. Donc, il faut que ce que j'ai compris de la vie, de la question politique et économique, qui est, comment on appelle, qui peut être capable de faire sortir d'une situation problématique, que je fasse partager ça aux autres, voilà, Pour qu'eux aussi ils essayent de comprendre. pour qu'eux aussi ils essayent de comprendre, Ok. que mon bonheur soit également le bonheur des autres. Ok, merci. Voilà. Merci. À présent, Abdraman Koulibaly, vous, de votre côté, vous parlez de plaidoyer hein, pour une nouvelle conception des jeunes. Une nouvelle conception des jeunes. Que voulez-vous dire ici, par ici, une nouvelle conception des jeunes? Ok, merci beaucoup. En parlant d'Afrique, plaidoyer pour une nouvelle conception de jeunes. Je pense que la thématique, le sujet est assez techniquement traité. Quand je parle de nouvelle conception de jeunes, parce que quand vous prenez au départ, en première position, quand on parle de jeunes, on pense que c'est quelqu'un qui a 18 ans à 40 ans. Bon, vous êtes jeune. Donc, nouvelle conception de jeunes dont je parle maintenant, c'est une conception plus technique. C'est-à-dire, on ne va plus se fier à la conception ordinaire de jeunes qui consiste à dire que quand tu es jeune en âge, tu es jeune. Mais dans mon contexte, être jeune, ça signifie autre chose. Être jeune chez moi, qu'est-ce que ça signifie ici? Être jeune, c'est quelqu'un qui est bien sain dans son esprit, c'est-à-dire qui a des belles idées, qui a des bonnes idées, qui a des bonnes intentions, qui a des bons projets et qui entreprend aussi des bonnes actions pour les réaliser. Autrement dit, c'est quelqu'un qui n'aime pas se laisser biaisé, traité par les travers sociaux, c'est-à-dire les mauvais comportements qui mettent en danger la vie en société. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'ai parlé, qu'on appelle de la conception des jeunes, de nouvelles conceptions de jeunes, vous allez voir que j'ai fait une explication thématique technique. Je parle du jeune vieux et de vieux vieux. Prenons l'exemple dans nos sociétés très souvent. Quand on prend quelqu'un qui est vieux, on parle d'une personne vieille, ça sous-entend que la personne n'est plus active physiquement. Ça veut dire que la personne, voilà, on parle de la jeunesse active, c'est la jeunesse qui est l'avenir. Pour moi, on peut être vieille et être jeune à mon sens. Chez moi, un jeune, c'est quelqu'un qui est bon dans son esprit. Dans ce contexte, on peut trouver qu'il y a un homme qui est vieux en âge ordinaire, mais dans mon contexte qui est très jeune parce que la personne est dotée d'un esprit de clairvoyant et qui peut sauver une vie, qui peut sauver des communautés. Dans ce contexte, on trouverait qu'Amadou Ambadiba est plus jeune que certains jeunes aujourd'hui. Dans ce cas, on trouverait que Moro Keta était plus jeune que certains aujourd'hui. On va dire Cheikh Anadjo est plus jeune que certains aujourd'hui. Pourquoi? Quand tu entreprends des actions qui sont dans les travers sociaux, c'est-à-dire des jeunes en âge qui s'adonnent à la drogue, par exemple la drogue zombie, ils se restent bloqués. Et des jeunes qui passent maintenant, qui font une démocratisation sexuelle, ou sinon je veux dire une banalisation de la sexualité et une banalisation au moins aussi de qu'on appelle du mal. Vous trouvez partout, il y a des jeunes, mais un terroriste pour moi c'est un vieux parce que c'est quelqu'un qui entreprend des mauvaises idées et qui réalise des mauvaises actions qui mettent en question l'avenir de la communauté, voire même de l'humanité entière. C'est la raison pour laquelle moi je disais tantôt qu'on n'est pas jeune, on ne le devient pas des travaux humanistes et patriotiques. Parce que quelqu'un qui peut être jeune en âge, mais il va entreprendre des actions négationnistes pour mettre en danger l'avenir des autres, des bragueurs sur la route. Est-ce qu'ils sont jeunes? Pour moi, non. Mais un jeune qui réalise, qui fait des réalisations de haut niveau pour sauver l'humanité, pour moi, c'est un jeune parce que lui-même étant sur le lit de la maladie, c'est quelqu'un qui peut sauver à travers un seul mot. Mais ce jeune qui en a de courir partout avec une capacité de vélocité, il court partout, il peut faire des destructions massives. À quoi sert cette destruction? Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand je parle de jeunes, il se peut qu'il y a des gens qui sont jeunes en âge, qui se retrouvent dans ma jeunesse
Et il y a aussi des gens qui sont vieilles, aussi des personnes qui sont vieilles, mais qui sont jeunes dans mon contexte. Et de la même façon qu'on peut retrouver ces mêmes catégories, on peut retrouver des gens aussi qui sont jeunes en âge, mais qui sont vieux dans mon contexte, parce qu'ils entreprennent des actions négatives. Et il y a des gens aussi qui sont vieux en âge, mais qui sont jeunes dans mon contexte, parce qu'ils entreprennent des bonnes actions. Mais il y en a aussi qui sont vieux en âge et qui sont vieux aussi dans mon contexte. C'est la raison pour laquelle vous allez comprendre avec moi qu'il y a des vieux qui ont besoin d'être éduqués. Oui, des vieux dans des familles qui insultent des pères, des mères, des enfants, des vieux alcooliques qui tout le temps qui font des actions négationnelles, qui mettent en danger, qui sont des mauvais exemples pour les enfants dans la société. Pour moi, ce sont des vieux et que j'appelle dans l'ouvrage des vieux microbes. Et quand on est vieux microbe, on est dangereux pour la communauté. Et quand un vieux microbe dirige une communauté, c'est toujours l'échec qui arrive très souvent. On serait malheureux, on va toujours recevoir la déception tout le temps. Okay. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Ok. Vous parlez ici, vous disiez que l'Occident a une forte influence sur la mentalité africaine. Est-ce que vous pouvez un peu avancer cela? Oui, l'Occident a une influence négationniste sur la pensée africaine. C'est très simple, c'est maintenant que vous allez comprendre. Pour illustrer un exemple concret, pour que certains puissent comprendre, prenez exemple. Lorsque la guerre politique diplomatique qui a eu lieu entre notre pays et l'autre pays et la France, vous avez remarqué qu'il y avait même, vous sortez dans la rue, ça dit ah, ils le disent en Bamanakan, dire qu'au moins un pays africain peut chasser, surtout le Mali peut chasser l'ambassade de France, on ne dit pas c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Mais pour eux là c'était impossible parce que c'était des représentants de Dieu sur terre. Ce sont eux qui sont les rois. Et ça joue psychologiquement sur les enfants. Nos enfants pensent qu'ils sont inférieurs à ces gens-là. Mais même vous sortez seulement ici dans ce studio, vous demandez à certains, vous pensez qu'un jour tu peux dépasser un enfant blanc, il va dire, yeah, c'est impossible. Parce que c'est une éducation, et l'éducation est conçue dans ce sens. C'est à nous, comme Madame vient de dire, c'est à nous maintenant de partager nos consciences éveillées avec les autres. Les éveiller pour les montrer que vous êtes responsables et vous devenez dépendant de votre volonté. Voilà ce que je veux dire sur la question. Ok, merci. Vous disiez ici, la jeunesse africaine doit aussi tenir compte de la multiplicité des cultures. Donc, quelle peut être l'influence de la culture dans le développement? Ok, merci. Je pense que la culture, c'est l'identité d'un peuple. Donc, partant de ce constat, donc je pense que si nous devons quand même intégrer le monde, si nous devons apporter quelque chose à l'humanité, c'est d'abord notre identité culturelle. Donc il faudra forcément le mettre en valeur. Et quand on parle de culture, on parle de langue. Donc si on doit valoriser nos cultures, donc c'est à travers forcément à travers la langue. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de débats sur ces différentes thématiques actuellement. Et qu'on a même intégré dans le projet de constitution, donc en mettant l'accent du fait qu'on reconnaît que toutes les langues du Mali sont des langues officielles. Donc ça c'est déjà un pas. Donc se reconnaître soi-même, pour se reconnaître, donc c'est à travers une langue. Quand une langue disparaît, c'est la culture qui disparaît. Voilà. Donc et dans ce sens, ici on doit se faire connaître. Donc c'est à partir de ces langues-là. Donc ça aboutit à un aspect que j'ai développé, c'est-à-dire la question de l'intégration, la question d'avoir peut-être un cerveau collectif. Le cerveau collectif n'est rien d'autre que, c'est-à-dire avoir une même vision, malgré la diversité des cultures. Donc si on a une même vision, et puis individuellement, c'est très difficile d'arriver à quelque chose de concret. Donc tu as une idée. Tu les partages. Donc s'il y a des failles, ceux avec qui vous êtes en train de travailler peuvent vous corriger. Je pense que l'essai de réflexion à distance, l'objectif même c'est ça, la question de l'intégration. Donc le fait de partager nos points de vue, donc ça nous permet au moins d'aboutir à quelque chose de mieux, voilà, que si nous partons de façon individuelle. Et les textes, quand vous prenez tous les textes, vous allez voir que chacun a apporté quelque chose de nouveau. Et donc, en rassemblant tous ces différents éléments, vous allez voir que ça peut avoir de l'impact. Et surtout, on ne s'est pas limité seulement au Mali, mais pratiquement on cherche des gens au niveau de la sous-région pour donner plus de poids, puisque quand on parle de l'intégration africaine, ça ne doit pas se limiter uniquement à un pays. Donc, il faudra intégrer les autres obligatoirement, et qui sont aussi des cultures différentes.
Donc, ça facilite au moins la compréhension et tisser des liens avec ces gens-là. Parce que même Mariam, pratiquement, je ne l'avais jamais vu, mais ça a été l'occasion aujourd'hui. Donc, ça peut demain, ça peut être une occasion de voir peut-être Hassan Soule du Niger, voilà, etc. Ben, Jonas connaît. Voilà, voilà, donc c'est un peu ça. Ok, merci. Voilà. Merci. Mariam, vous, de votre côté, vous disiez c'est ça. En outre, le cas de l'immigration devient plus inquiétant hein, dans la gestion politique de nos États, car les difficultés qui animent ces débats sont nombreuses et font appel à une nécessité de sensibilisation des jeunes. Ensuite, il faut que nos États africains soient capables de proposer des projets d'avenir aux jeunes pour éviter qu'ils se fassent tiller ou de se noyer en tentant de joindre l'autre monde comme source d'espoir. Donc, vous croyez que l'immigration n'est pas une solution pour la jeunesse africaine pour se développer? Alors, la question de l'immigration est très compliquée. C'est assez problématique et ça fait intervenir différents aspects dans le monde politique. Prenons le cas de nos ressources naturelles. S'il y a, comment on appelle, un bon partage des ressources naturelles, j'ai évoqué le cas de la Côte d'Ivoire, le cacao qui vient de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, je pense, est le premier pays producteur de cacao. Mais ces cacao-là ne sont pas transformés en Côte d'Ivoire, peut-être aujourd'hui, mais c'était transformé en Europe. Et vous allez voir aussi que c'est la dernière qualité des chocolats que nous recevons ici en Afrique. Donc les enfants qui se tuent dans les plantations n'ont même pas droit de goûter les chocolats qui proviennent des cacao. Donc je pense que si l'Afrique met l'accent sur ses ressources naturelles, c'est-à-dire en proposant, en réalisant des projets adaptés à notre société, ça va éviter que la jeunesse envie l'Europe. Tenter de sauver l'honneur, je dirais, parce que c'est dans les moments de désespoir qu'on tente de gagner l'autre bout du monde pour essayer de sortir de la pauvreté. Je suivais votre émission la fois dernière sur l'entrepreneuriat et la question d'éducation a été évoquée. Aujourd'hui, je prends l'exemple sur le Mali. Et le système éducatif malien, on est tellement en retard, ce n'est pas adapté aujourd'hui au marché de l'emploi, que ça fait en sorte que quand nous finissons les universités publiques, parce que tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir les universités privées, on s'assoit à la maison, soit on s'assoit devant les portes à faire du thé, en bavardant sur des sujets inutiles qui ne nous mèneront nulle part. Donc, quand tu dures dans ça, tu vas tenter de rejoindre l'autre bout du monde. Et par quel moyen? Par quel moyen? Donc, c'est ces moyens que nous employons, que nous empruntons pour rejoindre l'autre bout du monde qui va nous être fatal. Sinon, si on a les moyens de se rendre à l'Europe pour travailler, parce que les Européens, quand ils viennent ici, et ils ne sont pas recalés à l'aéroport. Ils viennent avec les papiers nécessaires. Donc, ils viennent ici, ils occupent nos postes les plus importants. Quand nous partons là-bas, c'est des postes que eux-mêmes, ils n'acceptent pas que nous allons occuper, en essayant vraiment de pouvoir s'en sortir. Donc, c'est un peu délicat la question de l'immigration. C'est un problème très, très sensible. Et s'il nous faut développer ça, c'est très compliqué. Donc, je l'ai parlé de façon brève. Et voici. Merci. Maintenant, Abdraman, vous parlez de Fadéa. Donc, dans quel contexte parlez-vous de Fadéa ici? Donc, vous avez expliqué ici les mots en Lingala, en Bamana. Donc, oui. Je parle de Fadéan. Fadéan, ça c'est le Bamanankan. Dabira, c'est en Aoussa aussi.
Arabé aussi, ça c'est en Wolof, c'est les Nagadef. Et sans oublier aussi, j'ai Elano, ça c'est en Evé, ça c'est chez les Togolais, Evé, la langue Evé. Bien, je parle de Fadian, comme c'est ce qu'on peut appeler émulation négative. C'est une concurrence négative qui consiste même à détruire l'avenir de l'autre s'il faut. Le Fadian, j'en parle parce que j'ai remarqué lorsque j'ai fait la division des jeunes, c'est-à-dire il y a une catégorie de jeunes et une catégorie de vieux. Ceux qui sont dans le côté des vieux, c'est-à-dire des gens qui sont mauvais, ce sont ceux qui agissent plus avec le Fadian. C'est-à-dire ils sont négatifs et ils sont dotés par ce qu'on appelle un égocentrisme exagéré, on appelle le nombrilisme en outrance. Vous trouverez que lorsque quelqu'un est dominé par le Fadian, l'élimination négative, ou dans sur la scène politique, vous trouverez que c'est une personne qui est animée par ce qu'on appelle l'intolérance politique. Autrement dit, même si, par exemple, c'est Mariam Traoré qui a pris une belle initiative et que l'initiative est profitable pour le pays, le fait que moi je suis de ce côté, je suis animé par le Fadian, je vais boycotter son initiative, même s'il faut mettre en danger l'avenir du pays. On devra essayer de minimiser si on veut. Autrement dit, essayer d'abandonner ça, faire une concurrence humaniste, mais évitons de mettre en danger l'avenir de la communauté. Et ça, c'est l'initiative prise par tous ceux qui sont microbes, c'est-à-dire des gens qui entreprennent des actions. Et c'est la raison pour laquelle, même quand vous prenez une décision pour un pays, vous trouvez que ce sont eux qui tombent dans ce qu'on peut appeler, je mets tous les guillemets possibles, dans la moutonnerie. Moutonnerie, ça veut dire mouton. Qui sont là, qui suivent les gens partout par là. Autrement dit, ils sont là pour endoctriner les uns les autres, pour pouvoir les suivre, même s'ils n'ont pas raison. Le plus important, c'est de boycotter, c'est de saboter et de retourner. C'est ce qu'on peut appeler, si on peut traduire ça dans nos assemblées nationales, on va appeler ça le mythe de la majorité et le mythe de l'opposition. C'est-à-dire ceux qui sont de la majorité, même si une décision est prise et contre même le bonheur du peuple, ils sont de la majorité, quand le responsable de la majorité lève le doigt pour dire oui, tous les autres disent oui. Si je suis de l'opposition, même si la majorité prend une décision importante pour le pays et qui est profitable pour le peuple, alors le fait que je suis de l'opposition, c'est un mythe. Et du coup, quand le chef dit non, moi aussi je dis non sans pourtant penser au peuple qui a voté pour moi, pour que moi je sois là, ici, dans cette chaise. Donc c'est ce problème qui est là. Le fait que les Africains repensent encore les relations. Donc le Fadian se manifeste plus dans tous ces paramètres-là, dans toutes nos relations sociales. Il faudrait qu'on revoie cela. C'est pourquoi moi je pense que le Fadian doit être effacé au profit de ce qu'il y a un philosophe congolais, j'en parle, il a utilisé un mot mixin, être avec, c'est-à-dire vivre ensemble. Il faudrait reconnaître dans tous les cas, on est obligé de vivre ensemble. Donc quand tu fais mal à l'autre, dans tous les cas, si lui tombe, si ton bonheur est lié à son bonheur, donc s'il tombe, tu n'auras pas ton bonheur, quand même tu vas tomber aussi. Voilà la raison principale pour laquelle j'utilise le Fadian. Ok, merci. Et nous partons à la fin de l'émission, mais bien avant qu'on clôture l'émission, donc vos derniers mots à l'endroit de ceux qui nous suivent, c'est-à-dire nos téléspectateurs. Donc pour cette fois-ci, on va commencer par Fousseni. Là, je crois que les féministes ne vont rien dire. Fousseni, vos derniers mots à l'endroit de nos téléspectateurs. Ok, merci M. Dolo. Donc, le dernier mot, bon, je vais terminer avec une citation de William Walker qui dit ceci: l'homme est l'artisan de sa propre destinée et ses pensées et ses actes sont les outils par lesquels il la crée. Okay. Donc, ça résume un peu ce que j'avais voulu faire passer comme message à travers ce petit texte. Okay. Donc, ce sont nos pensées qui nous définissent et si nous pensons négativement, ça va influencer forcément nos actions. Et si nous pensons positivement, ça va l'impact on aura sur ce que nous allons produire et tous ceux qui sont à côté de nous. Ok, merci. Ouais. Ok, merci. Ouais. À présent, Abdraman, vos derniers mots. Ok, merci. Et ce que je veux dire, je vais aussi ajouter une citation de Cheikh Anta Diop, le grand scientifique, physicien, biologiste, philosophe aussi, littéraire aussi sénégalais, égyptologue, j'ajoute ça aussi. Et il disait ceci, je cite: formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents. Ça sous-entend que ce que je voudrais dire, c'est que les jeunes Africains doivent se former et ils doivent se performer et ils doivent s'armer en matière de connaissances pour faire face aux réalités du monde. Parce qu'on n'a plus le droit d'échouer dans un monde de plus en plus mondialisé où les compétences sont en concurrence, les talents sont en concurrence. Il faudrait que lorsque tu es en mesure de lire et d'écrire, alors tu es sauvé déjà pour moi.
Donc tu devrais être en mesure d'entreprendre quelque chose pour se réaliser. C'est pourquoi Jean-Paul Sartre, philosophe français, disait que dans tout le cas, nous sommes responsables de notre vie. Une personne qui s'habitue sur son avenir sans pourtant entreprendre des actions pour néantiser ses problèmes, c'est une personne qui agit par mauvaise foi, qu'il appelle par le mot salaud. Je mets les guillemets de salaud. Donc, évitons d'être des salauds, mettons-nous au travail pour néantiser nos problèmes et être responsables. Merci. Ok, merci. Maintenant, à présent, Mariam, vos mots de remerciement à l'endroit de nos téléspectateurs. D'abord, je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Model TV de nous avoir quand même permis de pouvoir passer ici ce soir à parler sur ces livres, Lettres à la jeunesse africaine, qui est adressé à la jeunesse, qui donne des solutions constructives voilà, sur l'avenir, qui donne aussi, qui est une sorte de vision. Voilà. Et pour résumer un peu ces livres, je pense que tous les auteurs sont unanimes sur une et même chose. Ça, c'est déjà l'union. D'abord, le groupe, le cercle de réflexion à distance, c'est une union voilà, de jeunes africains, non seulement maliens, mais les autres pays de la sous-région. Et ça peut se projeter vers d'autres pays qui ne sont même pas africains. Voilà, tous ceux qui ont une vision constructive pour l'Afrique sont les bienvenus. Vous avez entendu le cerveau chez M. Fousseni, la conscience partagée chez vous, chez Mariam, et même chose pour Abdraman. Donc une manière de dire que nous devons être ensemble, nous devons travailler ensemble, avoir une même vision pour ces pays, ces peuples merveilleux, un pays d'avenir, un pays de jeunesse. Voilà, comme le disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble, sinon nous allons finir par mourir comme des bêtes. Voilà, donc c'est comme une obligation. C'est désormais une obligation. L'Africain doit enlever dans son esprit l'égoïsme, de travailler ensemble, main dans la main, pour le bonheur total des Africains. Voilà en gros ce que je pouvais ajouter à ceux de mes collègues. Ok, merci. Merci à vous, les auteurs qui sont présents ici. Merci à vous aussi, les téléspectateurs qui nous suivent depuis chez vous. Nous nous donnons un autre rendez-vous pour un autre numéro. Merci.